cherche sa voie, cherche sa place dans le concert de nations. Je peux le dire avec beaucoup d'humilité et de modestie, puisque ce pays, depuis 2008, il faut le dire, est dans ce qu'on appelle aux Nations Unies, dans le cercle des États dits de la consolidation de la paix, avec la Sierra Leone, avec le Libéria, avec la Guinée qu'on a créée, avec le Burundi. Et donc ces pays, tous les 6 mois, le secrétaire général doit déposer devant le Conseil de sécurité un rapport qui présente la situation exacte sur le terrain. Et donc, c'est une tutelle qui ne dit pas son nom. Donc, une prise en charge par la communauté internationale. Et aujourd'hui, j'ai écouté le premier panel qui a développé la situation aujourd'hui, dont je n'ai pas effectivement la prétention de mieux maîtriser que les uns les autres, mais simplement, je suis de ceux qui pensent que la République centrafricaine aujourd'hui, depuis hier, cherche sa voie, même si elle vient de l'extérieur, mais elle doit s'inscrire dans une logique d'appropriation par ses citoyens, ses enfants, si elle veut survivre en tant qu'État. Puisqu'il dire la vérité, l'État centrafricain s'est effondré, même si le pays reste, donc la croûte terrestre, les hommes et certainement les richesses, mais l'État structurellement n'existe pas. Et tout cela est lié, à mon sens, à un triple déficit. Le premier déficit, pour moi, c'est l'absence d'une vision politique en République centrafricaine. Il faut dire la vérité. Même si on fait passer souvent les hommes avant les idées, mais je pense que la vision, elle est primordiale. À partir du moment où il n'y a pas cette vision, forcément, il y a un déficit de leadership, parce qu'on arrive par accident et on s'en va par accident, et ce qui s'est passé hier ne peut que confirmer ce que je dis. Donc, ce déficit de leadership, parce que soit on a eu un peu d'armes, soit on appartient à une bonne ethnie ou une ethnie majoritaire, on peut se débrouiller et prendre le pouvoir. Mais pourquoi en faire? Le résultat, on peut rester 10 ans, 15 ans pour ça, et puis c'est la répétition. Donc, après ce déficit de leadership, je pense qu'il y a fondamentalement un déficit de gouvernance. La gouvernance, c'est un mot effectivement soft, mais en réalité, il y a un problème de mégestion. On ne sait pas ce qu'on fait parce qu'on arrive alors que l'État a ses règles qui doivent effectivement être respectées pour pouvoir être conduit. Un État conduit en 1800 ou en 70 ne répond plus aux normes de 2013. Donc, en dehors de tout cela, je suis de ceux qui pensent qu'en dernier, il y a le déficit d'organisation et de méthode. Parce qu'il n'y a pas de vision. On arrive par accident, on ne sait pas ce qu'on fait. Et comme on ne sait pas exactement comment s'organiser, puisqu'en Centrafrique et en Afrique, souvent on dit il n'y a pas de moyens, il n'y a pas de moyens, il n'y a pas de moyens. Or, ça n'est pas ça le problème. Le problème, c'est d'abord justement les déficits constatés en amont. Quand vous avez une vision, quand vous avez exactement donc la vision autour de la volonté politique, avec des acteurs qui effectivement sont capables de mettre en machine effectivement cette vision, naturellement, vous pouvez parler des moyens qui portent sur les hommes, sur la logistique et sur les finances. Et donc après, lors de la gestion, on se fixe des temps d'évaluation. Et après, donc comme chez nous, il n'y a pas de reddition de compte parce qu'on n'évalue pas, résultat, on est dans une situation qui, tous les 10 ans, pratiquement s'effondre. Et donc pour moi, la transition qui commence, qui se réoriente depuis hier, à mon sens, devait s'articuler autour, à mon avis, de 3 pôles. Le premier, c'est d'abord quel type d'hommes et de femmes, aujourd'hui volontaristes, mus par l'intérêt général, de manière désintéressée et capables de travailler dans un délai extrêmement court
pour pouvoir remettre sur les rails ce qui reste de l'État centrafricain. Puisque j'entends dire élection, élection, mais il y a des préalables à ça. Vous ne pouvez pas parler d'élection quand vous n'avez pas justement le rudiment de l'État, de l'administration, de la traçabilité citoyenne qui passe par l'État civil. Et donc tout cela doit être refait très rapidement, voilà, autour d'une équipe réduite d'hommes déterminés, volontaristes, à même de sortir des sentiers battus pour nous offrir des lendemains complètement différents, sinon meilleurs. Donc ça, c'est le premier point. Et on me parlera effectivement, parce que les gens vont dire il faut faire de grands projets de ceci, ça n'est pas le moment. On est dans une urgence sécuritaire et humanitaire. Ça doit être la préoccupation de la transition. À partir de là, quand on aura fini cela, je suis de ceux qui pensent qu'on va déboucher nécessairement sur les élections. Quid du dialogue, de tout ce qu'on dit par rapport à notre vivre ensemble? Faut-il aujourd'hui aller à un dialogue qui doit précéder tout cela? Je suis de ceux qui pensent que le moment venu, on se parlera. Mais ça n'est pas l'urgence en ce moment, parce qu'il faut éviter les risques de créer des forats où des bourreaux vont venir par le biais de la réconciliation nationale, sans passer par la case justice, sans passer par la reconnaissance du tort commis aux voisins qui a vacillé les fondements de notre vivre ensemble, pour rapidement passer mains et pieds joints, liés joints, pour pouvoir aller vers une réconciliation où effectivement on passe par perte et profit tout cela, et les bourreaux, justement d'hier, disent qu'ils ont leur place dans la République. Non, c'est l'impunité, c'est l'absence justement du respect du droit que nous sommes dans cette situation. S'il y avait la justice, s'il n'y avait pas cette impunité rampante, on n'en serait pas là. Et donc, pour moi, après, on se parlera, mais je crois qu'il faudrait aller vers ce processus-là, tout en reconnaissant qu'il y a des problèmes. C'est en travaillant ensemble, c'est en apprenant à revivre ensemble que nous allons effectivement, le moment venu, je crois qu'après les élections, le pouvoir qui sera là aura la plénitude de pouvoir commencer à créer les conditions de fora qui nous permettraient effectivement de nous parler et d'avancer. Mais au-delà de ça, je crois qu'il est question de construire un État. La transition ou l'expérience Seleka pour moi a été un épiphénomène. Le vrai problème aujourd'hui en République centrafricaine, on ne peut pas parler de développement, on ne peut pas parler de ceci, de cela, tant qu'on n'a pas un État, un véritable État de droit. Donc, post-électoral, la première des choses, c'est la construction de l'État. Donc, qui, avec un texte pratiquement consensuellement découvert, potassé, décidé par tout le monde, donc une constitution qui reflète véritablement notre esprit et notre vision de vivre ensemble, à l'intérieur de cette dimension de la construction de l'État, autour d'un certain nombre de piliers. Donc, à l'intérieur, il y aura, en dehors des institutions, constitutions et autres, il faut forcément passer à des forces de défense et de sécurité qui soient en même de reprendre en main notre destin en partage et notre sécurité. Et c'est pour cette raison que je dis, il faudrait bâtir des forces de défense et de sécurité qui reprennent la dimension militaire et géostratégique, donc l'armée. Il faudrait prendre en compte la dimension sûreté et sécurité publique, la dimension gendarmerie et police, donc c'est ça. Ensuite, la dimension écologique, qui parlerait effectivement de la protection de notre environnement, et la dimension économique et intelligence économique de nos forces de défense et de sécurité. Après cela, il nous faudrait bâtir une institution judiciaire qui réponde véritablement au temps actuel, au temps dans lequel nous vivons, pour permettre effectivement de lutter contre l'impunité, de créer les conditions d'égalité et d'équité judiciaire pour les Centrafricains ou ceux qui auront choisi d'y vivre volontairement ou qui choisiraient d'y investir. Parce que s'il n'y a pas de justice, vous ne pouvez pas parler de développement, parce qu'aucun investisseur sérieux ne pourrait venir en Centrafrique tant qu'il ne sait, sait que la garantie de ces investissements n'est pas assurée. Donc après cette justice, il nous faudrait enfin créer les conditions d'un système de régulation sociale à l'intérieur, autour de la presse, autour des partis politiques, pour permettre
un dialogue permanent intercentrafricain en vue d'enrayer les contradictions, les divergences pour consolider notre vivre ensemble. Après ce premier palier de donc, la nouvelle Centrafrique, je suis de ceux qui pensent que la deuxième chose, c'est l'éducation, la formation, la santé et la culture. Ce grand ensemble devrait effectivement refonder les bases ou faire réapprendre à nos enfants les bases du vivre ensemble et leur transmettre les valeurs de la République, les valeurs de partage, les valeurs de solidarité, qui sont des valeurs essentielles à notre vivre ensemble. Régler cela, le troisième, c'est la dimension économique. Tout le monde parle de sous-sol, des autres. Je suis de ceux qui pensent que la République centrafricaine, à la manière de ce pays qui nous accueille, est située dans une zone très très bien placée en termes de pluviométrie, parce que du sud jusqu'au nord, vous avez une pluviométrie qui va de 1200 mm d'eau l'année à 600 mm d'eau et qui peuvent représenter des espèces culturelles avec des productions sur l'année, ou 2 ou 3 ou 4 fois, selon effectivement qu'on avance du sud vers le nord. Et donc, pour cela, la terre et l'eau, donc le pâturage, devaient porter l'économie centrafricaine à laquelle s'adosserait effectivement le sous-sol, qui permettrait de créer la richesse et donner du travail aux uns aux autres. Le dernier pan ou le dernier pilier de la nouvelle République centrafricaine devrait se positionner sur la place de la République centrafricaine dans le monde. Et tout à l'heure, effectivement, si on veut exister en tant qu'État, en tant que nation, nous devons amener dans ce rendez-vous du donner et du recevoir notre participation. J'ai suivi tout à l'heure, effectivement, la question de la participation des forces africaines aux prochaines aux opérations de maintien de la paix. C'est vrai, je suis de ceux qui pensent que dans les dispositions des nouvelles forces de défense et de sécurité, la République centrafricaine doit, à la manière du Sénégal, depuis 1960, participer à toutes les opérations de maintien de la paix, et ça a mené son crédit. Donc, la place de la République centrafricaine passera nécessairement par cette participation aux opérations de maintien de la paix à travers nos forces de défense et de sécurité, où un contingent devait être positionné pour cette fin, et également dans le cadre de l'intégration sous-régionale, parce qu'aujourd'hui, dans cet environnement, on parlait tout à l'heure de la crise centrafricaine qui a des dimensions internes et externes. Mais donc tous ces facteurs-là ne peuvent se réduire qu'à travers un dialogue permanent avec le voisinage, la mutualisation des possibilités pour le développement sur les préfectures mitoyennes pour arrondir ou bien éradiquer effectivement les spectres de difficultés. Et donc, pour moi, je suis de la République centrafricaine qui rêve d'un autre avenir. Mais pour le faire, ça doit commencer aujourd'hui par pouvoir nous mettre ensemble, au moins un temps soit peu nous asseoir et puis se parler. Ce qui est difficile entre Centrafricains parce que les initiatives intercentrafricaines, Dieu seul sait qu'elles sont difficiles à être mises en place. Il faut souvent qu'il y ait une béquille étrangère. Merci, et c'est l'occasion effectivement de dire à ceux qui ont pris cette initiative de nous mettre autour d'une table pour que les Centrafricains s'asseyent, parlent de leurs problèmes, alors qu'eux-mêmes, majeurs, ils peuvent le faire.